L'inflation est un problème très sérieux. On peut dire que c'est la façon dont les démocraties meurent et c'est pour ça que la démocratie meurt en Amérique latine. L'inflation en est une grande cause, donc c'est un énorme danger. Une fois que vous avez une populace qui apprend, elle peut voter elle-même. L'argent, si vous en faites trop, vous ruinez beaucoup votre civilisation. Donc bien sûr, c'est un grand danger à long terme. Si vous prenez la République romaine, même après qu'ils sont passés à un empire avec un dirigeant absolu, ils ont gonflé leur monnaie régulièrement pendant 100 ans et finalement, ce sacré empire romain s'est effondré. C'est donc le plus grand danger à long terme que nous ayons, à part la guerre nucléaire. Eh bien, je pense que l'hypothèse la plus sûre pour un investisseur est que dans les 100 prochaines années, la monnaie va devenir égale à zéro. C'est mon hypothèse de travail. Ce qui a amené Hitler, c'est la combinaison de l'inflation de Weimar, où ils ont complètement détruit les économies de la classe moyenne en Allemagne, suivi de la Grande Dépression. C'était un coup de poing en 12 coups, et Hitler est arrivé en démagogue fou avec 40% des votes. Et très vite, nous avons eu un dictateur qui voulait la guerre mondiale. L'histoire n'est donc pas plaisante. Et l'Allemagne était une nation très avancée et civilisée, l'Allemagne dont Hitler s'est emparé. Donc, si vous laissez votre nation se détériorer trop, ce que vous obtenez est un Hitler. Nous avons prouvé que lorsque vous imprimez de l'argent à l'échelle, quelles sont les nations modernes qui l'impriment? Le Japon, les États-Unis, l'Europe, etc. Nous entrons dans un nouveau territoire en termes de taille. Il n'y a jamais rien eu de comparable à ce que nous faisons maintenant. Et nous savons, d'après ce qui s'est passé dans d'autres pays, que si vous essayez d'imprimer trop d'argent, cela finit par causer de terribles problèmes. Et nous sommes plus proches de ces problèmes que nous ne l'avons été dans le passé. Mais le chemin est peut-être encore long. Lorsque Volcker, après les années 70, a porté le taux préférentiel à 20%, et que le gouvernement payait 15% sur les obligations du gouvernement américain, ce fut une récession horrible qui a duré longtemps, causée avec beaucoup d'agonie. Espérons que nous ne reviendrons pas dans cette situation, mais les conditions qui ont permis à Paul Volcker de faire cela sans interférence de la part des politiciens étaient très inhabituelles. Et avec le recul de 2020, c'était une bonne chose qu'il l'ait fait. Je ne pense pas que nos politiciens actuels seront aussi disposés à permettre à un nouveau Volcker d'être aussi dur avec l'économie et de provoquer une telle récession. Les nouveaux problèmes seront probablement différents des anciens. Vous souhaiterez peut-être avoir une récession à la Volcker et c'est ce que vous aurez. Les problèmes qui nous arrivent pourraient être pires que ceux auxquels Volcker a été confronté et plus difficiles à résoudre. Pensez à tous les pays d'Amérique latine qui impriment trop d'argent. Ils ont les hommes forts et ainsi de suite. C'est ce que Platon a décrit comme se produisant dans les premières démocraties des grandes villes-États. Une personne, un vote, beaucoup de royauté et vous avez des démagogues. Et les démagogues se lèvent sur la population. Et très vite, vous n'avez plus de démocratie. C'était une idée folle de la part de Platon. Ça décrivait précisément ce qui s'est passé en Grèce à l'époque. Et c'est arrivé encore, et encore, et encore en Amérique latine. Nous ne voulons pas y aller. Nous avons fait quelque chose d'assez extrême et nous ne savons pas à quel point les problèmes seront graves ici ou si nous allons être comme le Japon ou quelque chose de bien pire. Et ce qui rend la vie intéressante, c'est qu'on ne sait pas comment ça va se passer. Mais nous savons que nous flirtons avec de sérieux problèmes. Nous savons aussi que certaines de nos premières envolées ont été exagérées. Le Japon existe toujours en tant que nation civilisée, malgré des excès incroyables par rapport à tous les anciens standards en termes d'impression monétaire. Pensez à quel point c'est séduisant. Vous avez un tas de dettes portant intérêt et vous les payez avec des comptes chèques dont vous ne payez plus les intérêts. Pensez à quel point c'est séduisant pour un tas de législateurs. Vous vous débarrassez des paiements d'intérêt et la masse monétaire augmente. Cela semble être le paradis.
À tous ceux qui trouvent le climat d'investissement actuel dur, difficile et quelque peu déroutant, bienvenue dans la vie adulte, vous pensez de la bonne façon. Bien sûr que c'est difficile. Il sera beaucoup plus difficile pour les plus jeunes qui ne sont pas encore diplômés de l'université pour eux de s'enrichir et de le rester que pour ma génération. Pensez à ce qu'il coûte pour posséder une maison dans un quartier recherché d'une ville comme Los Angeles. Je pense que cela va probablement augmenter. Avec des impôts sur le revenu plus élevés aussi, et ainsi de suite. Or, je pense que le monde de l'investissement est très dur et je ne pense pas que de mon vivant, 98 ans, c'était le moment idéal pour posséder un portefeuille diversifié. Donc vous savez, parfois l'économie explose et parfois non. Et vous devez vivre votre vie à travers les deux épisodes. Et notre attitude est de continuer à nager. Et parfois la marée est avec nous et parfois elle est contre nous. Mais on continue à nager dans les deux cas. Mais ce qui est vraiment remarquable, c'est que nous n'avons jamais imprimé autant d'argent et l'avoir dépensé aussi vite et racheté autant de dettes publiques et privées. Il s'agit donc d'une terra incognita totale, une terre inconnue en économie. Et personne ne savait réellement comment cela va fonctionner. Alors, est-ce que c'est risqué d'entrer dans une terra incognita ? Bien sûr, c'était risqué, mais ça a marché. Et je ne pense pas que les gouvernements, les banquiers centraux, avaient grand-chose d'autre qui pouvait marcher. Les gouvernants et les banquiers n'étaient pas prédestinés à faire des stimulus trop controversés. Les démocrates, les républicains et tous les autres devaient en conséquence faire quelque chose. Et tout ce qui leur restait était d'imprimer de l'argent et de commencer à acheter des choses, telles que les obligations des États et autres. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et cela s'est avéré être une réponse peut-être sage. Et ce qui est encore plus remarquable, c'est que le Parlement, la présidence et les autres partis ont pris la même décision. Ils ont tous coopéré. C'était les rares fois où ils ont coopéré. Si vous êtes un politicien et que vous vivez dans une démocratie, bien sûr que vous voulez que les gens impriment de l'argent et le dépensent. Et bien sûr, ce n'est pas du tout une bonne idée. Le meilleur exemple, probablement dans le monde entier, est Singapour, qui n'a aucune dette et n'imprime jamais d'argent pour le dépenser. Et en tant que l'un des endroits les plus prospères de la planète, j'aimerais que nous soyons comme ça, comme Singapour. Mais il n'y a qu'un seul Singapour. Il faut savoir qu'il y a un moment où imprimer de l'argent est contre-productif. L'une des conséquences de cette expansion, ou plutôt de ce qui l'a précédé, c'est simplement quelque chose qui s'est produit dans notre économie au cours des 50 dernières années. C'est l'inégalité des richesses et des revenus. Pourrions-nous considérer cela comme un problème? Si oui, comment nous pouvons y remédier? Eh bien, la réponse est que c'est un problème si les politiciens crient et parlent et débattent de ce sujet. C'est ce qui en fait un problème. Si ce n'était pas pour ça, celui-ci s'en irait tout seul. C'est arrivé par accident. Nous étions dans une situation désespérée. Nous étions à la veille d'une grande récession qui aurait pu être similaire à la Grande Dépression, celle suivie par la montée des gens comme Adolf Hitler et ainsi de suite. Nous assistons donc à une véritable catastrophe. La seule arme qu'ils avaient face à cette énorme situation était d'imprimer de l'argent et de le dépenser. Et ils l'ont fait bien sûr, et ils ont fait chuter les taux d'intérêt à zéro pour les taux d'intérêt réels. Bien entendu, cela a augmenté la valeur des actifs des personnes qui étaient déjà riches. Personne n'essayait de rendre les riches plus riches, c'était juste un sous-produit accidentel d'une décision gouvernementale qui semble assez correcte, prise sur une base bipartisane. Et puisque c'est un sous-produit bizarre qui s'est produit, il disparaîtra de lui-même en temps voulu. Les gens me demandent souvent « Où pensez-vous que se trouvent les plus grandes opportunités au niveau mondial en ce moment ?» Eh bien, je ne pense pas que nous ayons un plan directeur pour savoir où sont les opportunités. Nous essayons de trouver des choses intelligentes à faire avec un torrent de liquidités excédentaire. Et nous avons toujours eu un torrent de liquidités excédentaire. Et nous cherchons toujours des choses intelligentes à faire avec.
Et si nous trouvons des choses intelligentes à faire, nous les faisons. Et si on ne trouve rien, on laisse l'argent s'accumuler. Quel est le problème avec ça? J'ai dit hier que j'avais honte d'avoir manqué d'investir sur Google. Pour être plus clair, oui, je le suis. Si nous regardons attentivement nos propres entreprises, nous pouvons voir que leur publicité fonctionne bien mieux que les autres. C'est juste que nous n'avons pas fait assez attention. Alors, est-il trop tard? Je ne sais pas. Vous savez, je ne sais pas du tout. Je n'ai jamais possédé une action d'Amazon. Je suis un grand admirateur de Jeff Bezos. C'est un leader. Il est tout seul. Il a été un leader humain parfaitement étonnant, mais cela a toujours été trop compliqué et incertain pour mon tempérament particulier. N'empêche que c'est intéressant. Mais moi, je trouve autre chose à faire qui fonctionne bien. Je ne me considère pas... Je pense que ma façon de penser, qui consiste à essayer d'être discipliné et très rationnel, peut convenir à tout le monde. C'est ce que je pense. Mais le fait de tourner autour des différentes carrières et le fait d'aller dans d'autres domaines, dans d'autres territoires professionnels, et de les surpasser et de faire tout ce qui est possible, des choses comme ça, je pense que ça ne marchera pas pour la plupart des gens. Et donc, quand je reçois la visite d'un jeune homme qui me dit que je pratique le droit et que je n'aime pas ça, que je préférerais être milliardaire. Comment puis-je faire? Je lui réponds, eh bien, je vais vous raconter une histoire. Un jeune homme va voir Mozart et il lui dit « Mozart, je veux commencer à composer des symphonies. » Et Mozart répond « Quel âge avez-vous » Le jeune homme répond « 22 ans. » Et il lui dit « Tu es trop jeune pour faire des symphonies. » Et le type dit « Oui, mais vous aviez 10 ans quand vous composiez des symphonies. » Et Mozart dit « Oui. Mais je ne courais pas partout pour demander aux autres comment le faire correctement. En conséquence, je pense que ce qui a trait aux affaires est quelque chose que tout le monde ne devrait pas essayer. Et je pense que si je réessayais, ça ne marcherait pas aussi bien pour moi aussi. Pourquoi? Est-ce que j'ai de la chance? Oui, je pense que j'ai eu de la chance. C'est la combinaison de la chance et du talent. C'est la recette de tous ceux qui ont réussi. N'est-ce pas? Le sacrifice, la sagesse et le transfert d'une valeur d'une génération à l'autre ne peuvent jamais être sous-estimés. Et cela m'a procuré un énorme plaisir en regardant cet océan de visages tout différents. Toute ma vie, j'ai admiré Confucius. J'aime l'idée de piété, l'idée qu'il y a des valeurs qui s'enseignent et des devoirs qui viennent naturellement, et que tout cela doit être transmis à la génération suivante. Et vous, les gens qui pensent qu'il n'y a rien dans cette idée, notez à quelle vitesse ces visages asiatiques s'élèvent dans la vie américaine. Je pense qu'ils ont quelque chose. J'ai gribouillé quelques notes et je vais essayer de vous dire ces quelques idées et attitudes qui ont bien marché pour moi. Je ne prétends pas qu'elles soient parfaites pour tout le monde, même si je pense que nombre d'entre elles sont assez proches des valeurs universelles et que beaucoup sont des idées incontournables. Quelles sont les idées fondamentales qui m'ont aidé? Heureusement, j'ai compris très tôt que la façon la plus sûre d'essayer d'obtenir ce que l'on veut est d'essayer de mériter ce que vous voulez. C'est une idée si simple, c'est la règle d'or pour ainsi dire. Vous voulez livrer au monde ce que vous attacheriez si vous étiez à l'autre bout, si vous êtes vous-même un consommateur. Il n'y a pas d'éthique, à mon avis, qui vaut mieux pour un avocat ou une autre personne. En général, les gens qui ont cette éthique gagnent dans la vie et ils ne gagnent pas seulement de l'argent ou des honneurs, ils gagnent le respect qu'ils méritent, la confiance des gens avec qui ils travaillent. Et il y a un énorme plaisir dans la vie à obtenir le mérite et la confiance. Et donc, la façon de l'obtenir est de livrer ce que vous voudriez acheter si les circonstances étaient inversées.